Vous êtes à l'antenne de TQS. 1 million. 1,50 million. Voyez Jean-Paul Belmondo se changer en clown pour réaliser son hold-up samedi 21h. Tout ça, c'est à moi! Explosion au pont Jacques-Cartier, les automobilistes vont en payer le prix. Un camion embouti un autobus, une dizaine de personnes blessées. Et le conflit à Urgence Santé semble tirer à sa fin. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Eh bien, la réfection du viaduc endommagé hier par l'explosion d'un camion-citerne à la sortie du pont Jacques-Cartier coûtera 1 million de dollars. Ça veut donc dire, François, que les dommages sont très importants. Oui, le viaduc qui surplombe la sortie Sainte-Hélène-Lafayette est totalement inutilisable. Il faudra le refaire entièrement. Il y a des travaux, d'ailleurs, qui devront être faits prochainement pour soutenir le viaduc, sauf que ce sont des réparations qui seront temporaires. Ce qui signifie que les automobilistes devront donc s'armer de patience, puisque cette sortie, l'une des trois du pont Jacques-Cartier, lorsqu'on vient de Montréal vers Longueuil, sera fermée pendant au moins une semaine. Par la suite, il y aura des décisions à prendre. Quoi faire pour réparer d'une manière permanente cette sortie qui est carrément endommagée, mais totalement endommagée. Les ingénieurs experts en structure ne sont pas des plus optimistes. Ils n'ont pu commencer leur travail d'analyse que ce matin parce que le filage électrique du viaduc a grillé dans l'incendie. On prend des carottes, puis on prend des échantillons d'acier pour voir si les matériaux ont vraiment perdu de leur valeur de support. Et puis, d'ici quelques jours, on aura les rapports de laboratoire. On va être en mesure de voir si on peut réouvrir, avec des supports temporaires, si on peut réouvrir la circulation, ce viaduc-là, qui a été très sérieusement endommagé. Il en coûtera 1 million pour tout refaire, viaduc, chaussée, nettoyage environnemental. Malgré la fermeture de cet important accès au pont Jacques-Cartier, la circulation n'était pas trop dense ce matin. Mais à mesure que se termineront les vacances, les problèmes, eux, risquent de se multiplier. Le camionneur Éric Colpron, 24 ans, a quitté l'hôpital aujourd'hui. Il tente de prendre du repos et selon ce que nous avons pu apprendre de la famille, il parle avec difficulté de tout ce qui lui est arrivé. Hier, en fin de journée, il quittait Montréal avec un chargement de diesel pour Lacolle. Selon une hypothèse, il aurait manqué la sortie de la route 132, aurait voulu changer de cap à la dernière minute. La remorque n'a pas suivi. Nos enquêteurs ont rencontré le chauffeur, entre autres, à un moment donné de l'enquête. Et on peut établir sa version des faits. On a rencontré aussi des témoins visuels de l'événement pour prendre des versions de la situation. Qu'est-ce qui s'est produit quelques secondes avant l'accident? Moi, j'ai eu un beau moteur, puis quand en virant, c'est là que j'ai vu qu'il restait peut-être 3 pieds de la course. Le feu a pogné en pognant dessous. J'ai appelé tout de suite les pompiers. Là, après ça, goodbye, il reste pas ici. L'essence qui sortait des bouches d'égout où il y avait des explosions. Puis la chaleur, c'était noir, là. C'était noir partout, on voyait pas. Je suis ici peut-être à 300 pieds du pont, puis je voyais rien. C'était tout noir, là. Le chauffeur, lui, comment il réagissait? Le chauffeur, bien, il était en larmes, puis il semblait un peu brûlé dans le dos, il était rouge. Rarement on a vu pareille fournaise. La citerne, directement placée sous le viaduc, a fait ployer la structure métallique. Le ciment, comme on va l'entendre, éclatait comme du maïs soufflé. Jacques Mathieu, Le Grand Journal. Heureusement, François, les dommages ne sont que matériels, et ce, grâce à l'intervention d'une personne. Oui, c'est un individu au courage vraiment particulier qui n'a pas hésité à porter secours au chauffeur du camion citerne. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés, mais ce miracle a pour origine ce bon samaritain que Nancy Ferron a rencontré un peu plus tôt cet après-midi. Guy Boucher a vu le camion se renverser et à partir de ce moment, il n'a eu qu'une idée en tête, se rapprocher pour voir s'il y avait des blessés. Lorsqu'il est arrivé près du camion, il a aperçu le conducteur sortant du véhicule, le chandail en feu. Il a donné un coup de main, enlevé son chandail. Puis là, à ce moment-là, ben lui, là, il était comme figé. Là. Il regardait le camion, puis il voulait pas s'en venir. Je disais, viens-t'en, on reste pas là, parce que là, avec les risques d'explosion, fait que moi, avec mon instincteur, là, je ne vais pas faire grand-chose là. Fait qu'à ce moment-là, je lui ai dit, viens-t'en, on s'en va. On reste pas là. Fait que lui, non, il était figé, puis il regardait le camion, puis il disait, mon père, qu'est-ce qu'il va dire? Mon père, qu'est-ce qu'il va dire? Le camion, puis mon père, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, je dis, laisse faire ton père, puis le camion, là, puis j'ai dit, viens-t'en. Fait que là, je l'ai pris par le fond de culotte, par la ceinture, puis par les jeans. Fait que j'ai tiré vers le bas. Guy Boucher a ensuite confié le conducteur du camion à un chauffeur d'autobus. Puis il a vu une automobile avec une femme et 2 enfants
tout près des lieux de l'accident. Le diesel commençait déjà à se déverser sous la voiture. J'étais allé voir l'auto, puis là, je suis allé voir la madame, puis là, je disais à la madame, reculez, reculez. Puis la madame a dit, bien, je m'en vais par là. Fait que là, j'ai crié un peu plus fort, reculez, là, c'est pas le temps. Puis là, justement, comme là, s'est mis à reculer, là, elle avait 2 roues d'en avant dans le kérosène, où là, on a su après ça du diesel. Là. Fait que là, elle s'est mis à reculer, puis elle a commencé à faire un U-turn. Au moment où elle faisait son U-turn, bien là, les flammes ont commencé à monter. Là. Monsieur Boucher pense qu'il a été possible de porter secours à toutes ces personnes seulement parce que le diesel s'enflamme moins rapidement que l'essence. Si ça avait été de la gasoline, d'essence, là, uniquement de l'essence, là, elle ne serait pas là, puis moi je ne serais pas là, puis le chauffeur d'autobus ne serait pas là, puis le chauffeur de camion ne serait pas là. Guy Boucher croit que tout le monde aurait fait la même chose que lui dans les mêmes circonstances. On pense pas à ça, c'est quoi les conséquences? C'est une fraction de seconde, puis une fraction de seconde, c'est pas long. Fait que on y va, on fonce, puis on verra après. Les policiers de la ville de Longueuil ont l'intention de demander à la municipalité et au ministère de la Justice du Québec de décorer Guy Boucher de l'Ordre du Mérite pour avoir sauvé in extremis 4 personnes d'une tragédie certaine. Nancy Ferron, Le Grand Journal. Il faut le faire. Mais François, la question que l'on se pose maintenant, que doivent faire les automobilistes pour éviter l'enfer des heures de pointe? Que faire demain matin? Alors, quand on reste à Longueuil ou à Brossard, c'est maintenant impossible d'accéder au pont Jacques-Cartier via le boulevard Taschereau-Est. C'est totalement fermé. Ce qu'on suggère, c'est d'emprunter la voie d'accès par la rue Sainte-Hélène ou alors par la route 132 et le boulevard Saint-Charles. Ce sont 2 alternatives qui sont suggérées par le ministère des Transports. Demain soir, au retour de travail, en venant de Montréal vers Longueuil et vers Brossard, c'est l'inverse. Alors, ce que l'on suggère, c'est que puisque la sortie Sainte-Hélène et Lafayette sera à nouveau fermée, on n'aura pas le choix. C'est soit de prendre la sortie du boulevard Taschereau, qui, dans cette direction, demeure ouverte, ou alors de prendre la sortie 132. C'est ce qu'on suggère et on leur souhaite bonne chance. Oui, tout à fait. Merci, François. À demain. Au revoir. Eh bien, un autre accident impliquant cette fois un camion et un autobus de la STCUM a fait une dizaine de blessés ce matin à Montréal. Le camion qui aurait manqué de frein a embouti l'autobus immobilisé à un feu de signalisation. Véritable branle-bas de combat ce matin sur la voie de service de l'autoroute 25 près de la place Versailles. Vers 7h30, ce camion a percuté l'arrière d'un autobus de la STCUM dans lequel prenait place une vingtaine de passagers. Selon cet usager de la STCUM, l'impact a été très violent. On a été frappés vraiment durement, mais il y a du monde qui ont volé. Ça a été tout un impact. Au total, 9 personnes ont dû être transportées à l'hôpital. 7 passagers, le conducteur de l'autobus et celui du camion. Comme on peut le voir, la plupart souffraient de douleurs cervicales. Ils devraient cependant tous avoir leur congé d'hôpital aujourd'hui. Selon les premières constatations, c'est une défaillance technique qui serait à l'origine de l'accident. Il aurait manqué de frein. Son véhicule aurait eu des problèmes avec les freins. Alors, nous avons saisi le véhicule pour une expertise, ce qui ne veut pas dire que les freins étaient nécessairement défectueux, mais les résultats de l'enquête vont nous parvenir demain sur l'expertise du véhicule. Le conducteur du camion a été transporté ici, à l'hôpital Santa Cabrini. Il a été impossible de lui parler, mais un confrère de travail qui a été témoin de l'accident raconte ce qu'il a vu. Le camion qui me suivait, ce qui se trouvait être le camion de la compagnie, de notre compagnie, a manqué de frein vraisemblablement ou la chaussée était vraiment glissante puis a percuté un autobus. Il a choisi délibérément de frapper l'autobus. Il a pris ce qu'il y avait de plus gros. Michel Perrault, que l'on peut voir ici sur le lieu de l'accident, estime par ailleurs que l'intervention d'urgence santé était exagérée. Je pense qu'on a profité de la situation là, pour mousser un petit peu là, le conflit qui existe là, à Urgence Santé là, parce que c'était poussé un peu. Là. Une affirmation que rejette Urgence Santé. Je serais extrêmement étonné que ce soit la répartition qui ait envoyé autant d'ambulances sur un incident, à moins que les appels que nous ayons reçus, dans un premier temps, nous aient indiqué qu'il y avait un nombre important de blessés. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer ici que nous gérons les risques. Au total, 8 ambulances ont été dépêchées sur les lieux de l'accident ce matin. Dominique Arpin, Le Grand Journal. Justement, à propos d'urgence santé, la situation est pratiquement revenue à la normale. Les techniciens ambulanciers ont finalement respecté l'ordonnance du Conseil des services essentiels exigeant l'arrêt des moyens de pression. Urgence santé a relevé seulement quelques incidents isolés, mais déplore que les employés ne respectent pas le port de l'uniforme.
Malgré le retour au travail, Urgence Santé n'abandonnera pas les recours entrepris contre les ambulanciers. Une vingtaine d'entre eux vont comparaître jeudi et 136 autres recevront des citations pour outrage au tribunal. Il n'y aura pas d'enquête publique sur les circonstances entourant la mort vendredi dernier d'une personne handicapée visuelle à la station de métro Longueuil. C'est que le coroner chargé du dossier préfère plutôt rencontrer en privé les autorités de la STCUM. Vendredi soir dernier, à la station de métro Longueuil, une jeune femme aveugle a perdu la vie après être tombée entre deux wagons du métro. Le coroner investigateur responsable du dossier a jugé qu'il n'y avait pas de motif particulier pour recommander la tenue d'une enquête publique afin de faire toute la lumière sur les circonstances qui ont mené au drame. Les enquêtes publiques sont des organisations coûteuses et conduisent les gens souvent à s'accuser alors que ce n'est probablement pas le rôle du coroner de chercher à rendre qui que soit responsable dans une situation semblable. Le docteur Routier a plutôt décidé de rencontrer le 17 août les parties patronales et syndicales à la STCUM afin de prendre connaissance de leurs recommandations dans le but de rendre le métro plus sécuritaire pour les aveugles. Informé de cette décision, le regroupement des aveugles qui réclame une enquête publique a vivement réagi. Nous pensons que c'est une démarche qui va surtout contribuer à déresponsabiliser la STCUM, à éviter que la STCUM soit ciblée comme étant la responsable de l'accident. À l'Institut Nazareth et Louis Braille, on est aussi d'avis que les risques d'accident subsistent dans le métro. Nous, on croit qu'actuellement, c'est difficile de se déplacer de façon sécuritaire dans le métro. La marge d'erreur est trop minime. Elle n'existe pas, en fait, on l'a vu dernièrement. L'Institut Nazareth et Louis Braille a conçu des maquettes de certaines stations de métro de Montréal parmi les plus achalandées. Ainsi, l'usager est en mesure d'explorer de façon tactile l'environnement physique du métro. La méthode a été éprouvée, mais il n'en demeure pas moins, selon M. Cloutier, que pour différencier l'espace entre une porte ouverte et deux wagons, les aveugles n'ont de référence que la dénivellation sur le quai. Ça pourrait être un filet, par exemple, qui aurait indiqué qu'il n'y a pas d'accès. Ça pourrait être une lisière de caoutchouc. D'autre part, les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro doivent rencontrer la presse jeudi pour donner leur version des faits dans cette histoire. Jean Lajoie, Le Grand Journal. De retour aux faits divers, un résident de Pointe-aux-Trembles, Robert Roy, a été condamné à 16 mois de prison aujourd'hui pour avoir causé la mort de son voisin le 22 février 1993. La victime, Pierre Blanchette, âgé de 25 ans, avait injurié Roy qui déblayait un balcon et envoyait la neige à proximité de ses enfants. Furieux, Roy s'en est pris à Blanchette en le frappant à plusieurs reprises. Blanchette est mort peu de temps après la bagarre. Le juge a retenu que Roy avait mené une vie sans histoire, mais il a souligné qu'il avait fait preuve d'une grande brutalité. Cette sentence de 16 mois déçoit la famille de la victime. Moi, là, mon fils, là, je l'ai plus à vie, là. Fait que, je sais pas, mais 16 mois, là, il me semble que mon fils valait plus que ça. Un individu de 36 ans, Daniel Gélina, subit présentement son enquête préliminaire pour une série d'agressions sexuelles commises en 93 et en 94 dans le nord de la métropole. Gélina aurait agressé 11 jeunes femmes en s'introduisant par effraction dans leur logement. En plus de violer les jeunes femmes, il aurait également volé de l'argent. En tout, 52 accusations pèsent contre Gélina, qui demeure détenu pour la durée de l'enquête préliminaire. À Dorval, on a entrepris un blitz dans le but de recueillir des informations sur le meurtre de Tara Manning, 15 ans, retrouvée sans vie dans sa chambre à coucher le 5 mai. La police de la CUM, Jeunesse au Soleil et une équipe de 14 élèves en technique policière distribuent des circulaires invitant les gens à téléphoner pour fournir des renseignements. Rappelons que 2 donateurs anonymes promettent une récompense de 5 000 $. Les parcomètres dans les parcs régionaux soulèvent la colère des citoyens. Dans le monde des bières d'aujourd'hui, Molson Dry est en soi dans un monde à part. Molson Dry, un monde sans arrière-goût. Venez vous détendre à Plattsburgh, dans le comté de Clinton, New York, et profitez d'une évasion vacances au lac Champlain. Ausable Chasm, le grand canyon de l'Est, vous attend, avec ses excitantes excursions de bateaux, les randonnées pédestres et les chutes spectaculaires. Surveillez samedi les coupons rabais familiaux dans la section Voyage de la presse et dans la Gazette.
Plattsburgh, comté de Clinton, vous êtes toujours le bienvenu. Mercredi à TQS. Débutez la soirée à 18h30 avec Joël Morin dans un rôle difficile à jouer à Quelle histoire. À 19h, Jean Pagé doit se sortir des griffes de Polly Martin et ses complices à Croque-Monsieur. Ne manquez pas à 20h la conclusion du film australien Jack Arrow, le séducteur. C'est un rendez-vous mercredi soir à TQS. Capitaine? Ce crunch-là, ça dit que mes céréales sont faites avec du bon maïs et de la panne. Elles contiennent 7 éléments nutritifs. Captain Crunch, tu mets de la vie dans le petit déjeuner. Et j'ai des bonnes petites nouvelles pour vos enfants. Attendez-vous les crunch crunch rouges. Écoutez bien les crunch crunch jaunes. Avec les bouchées au goût de fraise de mes nouvelles croustifruits, le Capitaine Crunch. Et de la couleur dans ton petit déjeuner. Cette semaine, Jean Pagé nous avoue qu'il n'est pas un homme d'intérieur. Jamais touché à la laveuse ni à la sécheuse. Et d'ailleurs, j'ai jamais été capable de mélanger le linge. Parce que l'idée, c'est de le démêler, pas de le mélanger. C'est ça. Croque-Monsieur, mercredi, 19h. Est-ce que Steve ne peut compter sur son père? Votre mari et moi avons été bien plus que des amis. Steve est le fruit de cette relation. Elle écrit au meurtre, jeudi 19h. C'est absolument haut. Bien, au sport maintenant, les Expos poursuivent leur série contre les Cards ce soir. Eric, est-ce que ça va bien? Ça va bien, Yves, puisque les Expos sont en voie de remporter une 5e victoire de suite alors qu'ils mènent 5-3 en 9e manche. Et d'autant plus que les Braves, pendant ce temps, s'inclinent 4-1 en 9e manche contre les Mets. Donc, bonne nouvelle. Dossier de la grève au baseball majeur, il y a eu rencontre entre joueurs et propriétaires. Aucun progrès n'a été enregistré aujourd'hui. Il y a les supporters, Eric, de Jacques Villeneuve qui, eux, sont déçus fin de semaine prochaine. Oui, très déçus, Yves, puisque victime d'un accident au Michigan, dimanche, Villeneuve ratera le Grand Prix de Formule Atlantique de Trois-Rivières en fin de semaine. Il est blessé à l'épaule et au cou. Et pour savoir les détails, il faut écouter Sport Plus à 22h30. On y sera, Eric. Bonne soirée. À plus tard. Merci. Des citoyens et des municipalités de la banlieue ouest de Montréal partent en guerre contre les parcomètres installés dans les parcs régionaux situés sur l'île. Selon eux, l'installation de ces compteurs est discriminatoire et coûteuse. Les parcomètres ont fait leur apparition en juillet 92 dans les parcs du Cap-Saint-Jacques, de l'Anse-à-l'Orme et du Bois de Liesse, dans l'ouest de l'île, et dans les parcs La Visitation et de la Pointe-aux-Prairies, dans l'est. Le tarif pour se stationner est de 1 $ de l'heure ou encore de 5 $ pour la journée. Pour la CUM, c'est peu, comparativement aux autres parcs régionaux situés en périphérie. Mais pour des villes comme Pointe-Claire, Pierrefonds et Senneville, qui ont voté des résolutions demandant le retrait des parcomètres, c'est beaucoup, compte tenu que la population paie déjà cher pour l'entretien des parcs. Mon point de vue, c'est que les parcomètres, je vois ça comme si on me mettrait un parcomètre dans mon entrée privée. C'est notre achat, c'est à nous. C'est là pour que les gens les utilisent, les parcs. Maintenant, si on commence à mettre des frais et de plus en plus de frais aux gens, bien, les gens ne viendront pas dans les parcs. De leur côté, des résidents font circuler une pétition qui a déjà recueilli près de 14 000 noms. On affirme notamment que l'installation de parcomètres est discriminatoire envers les gens qui n'ont pas les moyens ou encore qui habitent loin et doivent prendre leur véhicule pour se rendre au parc. Les opposants au stationnement payant reprochent aussi à cette machine d'être beaucoup trop compliquée. Selon eux, les gens ont de la difficulté à comprendre de tous ces graphiques. Mais la principale raison pour laquelle on exige sa disparition, c'est qu'elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Les parcomètres ont coûté 407 000 quand ils ont été installés en 92. Les dépenses en 93 pour l'administration et les frais, c'est 93 000. Si on fait le calcul, il restait 53 000 que la CEM dit qu'ils ont fait en profit. Mais la CEM réplique que les revenus des parcomètres des parcs en 93 ont été de 96 000 et que plus ça va aller, plus ils vont rapporter. Mais c'est un mode de tarification, c'est une façon qui est beaucoup plus rentable à long terme que d'avoir des employés qui vont percevoir les tarifs à l'entrée. Donc, c'est un investissement initial, bien sûr, mais qui va, bien sûr, permettre une plus grande rentabilité à long terme.
La CUM ajoute que les parcomètres sont là pour rester. On devrait d'ailleurs en installer d'autres dans un 6e parc sur l'île Bizarre d'ici la fin de l'année. Daniel Renaud, Le Grand Journal. Les dirigeants du mouvement La Coupe est pleine n'ont pas réussi à convaincre aujourd'hui André Lavallée du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces résidents du plateau Mont-Royal veulent que la Ville mette fin à la prolifération des bars dans leur quartier. Le conseiller Michel Prescott et les membres du mouvement La Coupe est pleine sont sortis déçus de leur rencontre avec André Lavallée, le responsable de l'urbanisme au comité exécutif. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne sens pas chez lui une réelle ouverture, une franche ouverture à comprendre le problème auquel on fait face, auquel fait face le secteur résidentiel dans ce quartier-là. Il y a déjà 48 bars dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Laurent, Saint-Denis, Sherbrooke et Mont-Royal. Et le problème pour les résidents, c'est que d'autres pourraient s'ajouter si la Ville ne modifie pas son plan d'urbanisme. Ça fait depuis 82 que j'habite dans ce quartier-là et je ne voudrais pas qu'on fasse du plateau Mont-Royal un quartier poubelle, hein? En ajoutant toujours au nombre de bars et puis de restaurants et puis en oubliant finalement les gens qui habitent dans le quartier. Ce qui inquiète plus particulièrement les résidents, c'est que le projet de règlement d'urbanisme présenté par l'administration Doré permettrait l'ouverture à volonté de bars-billards sur les rues du Lutte et Mont-Royal, des rues qui traversent les quartiers résidentiels. Autre irritant, c'est que M. Lavallée aurait signifié aux résidents que son plan d'urbanisme pourrait être adopté sans modification la semaine prochaine. Si on adopte le règlement tel qu'il est formulé actuellement, ça veut dire que dès après le 8 août, les gens pourront demander des permis de bar ou de bar-billard. Et M. Lavallée nous dit qu'il pourrait envisager la possibilité de revenir en septembre ou en octobre avec des amendements à ce règlement de zonage, mais il sera tard, trop tard. Je pense qu'il ne faut pas présumer de rien à ce moment-ci, sinon que ça a été pour nous une très bonne rencontre pour nous permettre, là, au-delà des grandes déclarations, de bien comprendre les préoccupations des gens qui habitent le secteur, les gens qui font affaire dans le secteur. En principe, le nouveau règlement d'urbanisme doit être adopté lundi prochain lors du conseil municipal. Avec ou sans modification, on n'a pas voulu nous le dire. Mais le comité exécutif affirme que ses intentions ressemblent à celles des résidents du plateau, mais ces derniers continueront néanmoins à faire circuler leur pétition tant que l'ouverture de nouveaux bars ne sera pas interdite dans leur secteur. Valérie Lesage, Le Grand Journal. Toujours à Montréal, les interventions policières dans le carré Saint-Louis commencent à soulever des craintes dans le milieu politique. Le conseiller Michel Prescott, qui représente le district Jeanne-Mance, affirme que les policiers semblent un peu trop zélés. M. Prescott avait pourtant livré une longue bataille avec les résidents du quartier afin que le parc soit nettoyé et que les lois y soient respectées. De nombreuses arrestations ont ensuite été effectuées au carré Saint-Louis, tellement que des manifestations antipolicières ont été organisées. Et pour ce qui est du service de police, ils ont fait une action qui était nécessaire, mais ce qui m'inquiète, c'est un travail qui peut être considéré comme du harcèlement pour une certaine partie de la clientèle du carré Saint-Louis. Moi, j'ai toujours dit, et je continue de penser, que le carré Saint-Louis est ouvert à tout le monde, quelle que soit la couleur des cheveux, la longueur, où se trouvent les boucles dans le nez ou dans les oreilles, je m'en fiche complètement. Tout ce qui m'importe, c'est que les gens qui fréquentent le carré Saint-Louis ne fassent pas de commerce de drogue puis ne consomment pas d'alcool. Nous aurons finalement une belle journée d'été demain. Les détails après la pause. Wildcat. La fraîcheur sauvage. Appris, civilisé. Regarde, il y a du nouveau chez le King. Ils fabriquent maintenant des panneaux amovibles. Wow, c'est original. Ça se compare pas avec l'autre. Les dentelles, les pleins jours, les imprimés, les verticaux sont tous à 3 pour le prix d'un. Et en plus, il n'y a aucun prix de détail, juste des prix gros. Pourquoi payer pour 3 quand le King nous en donne 3 pour le prix d'un? Le King de la décoration à Laval et à Brossard, au téléphone 942 King. Wildcat. La fraîcheur sauvage. Appris, civilisé.
Vous recherchez les compétences et les défis? Le Collège Delta peut changer votre vie. Après une année de solide formation dans les domaines de l'informatique, l'expert que les professionnels recherchent, c'est vous. Vous recherchez les compétences et les défis? Inscrivez-vous immédiatement au Collège Delta. Montréal, 849-7725. Laval, 688-2020. Le Collège Delta peut changer votre vie. À la météo maintenant, le creux barométrique qui traverse présentement le sud de la province nous quittera définitivement cette nuit. Le soleil sera donc de retour demain sur toutes les régions. Malheureusement, comme rien n'est éternel, un autre système va ennuager le ciel vendredi. Actuellement, à Montréal, le ciel est nuageux. Il fait 20 degrés Celsius. La pression barométrique est à la hausse. L'humidité relative est à 70 et les vents soufflent du nord-est à 7 km à l'heure. Voilà, en terminant, on vous laisse sur quelques extraits du spectacle qu'a offert ce soir John Mellencamp au Forum de Montréal. Bonne fin de soirée, on se retrouve demain, 22h. Hey, tu peux te fier sur moi? Je connais ces chars. Mais quand vient le temps de remplacer un pare-brise, hein, je vais chez Lebeau. Eux autres, ils connaissent ça en tabaslac. De toute manière, si je me le réparais moi-même, je me chargerais trop cher. Fait qu'un conseil, boss, perds pas de temps que les autres. Va chez Lebeau. Hey, ça, c'est un son que j'aime. Il va être franc avec eux, mais s'assurance avec, il l'aime. Parce que ça, c'est le son du système d'alarme Clifford de Lebeau. Ça, là, c'est un vrai système d'alarme. C'est juste, c'est du pauvre voleur. Là, on va tranquille, tu vas à balcon, m'en la police, va t'arriver, dès que tu es là, ouais, par rapport, mon chien. Vous savez ce que c'est, les enfants? Ça n'a pas de fond. Des vraies éponges. À la quantité qu'ils ingurgitent, faut pas que ça coûte trop cher. Mais il faut quand même qu'ils aiment ça. Eh oui! Un verre de Kool Aid ne coûte que quelques sous. Vous pouvez donc en donner à vos petites éponges tant qu'elles en veulent. Ça n'a pas l'air dur de vider vos verres, hein? Avec le temps, la violence nous rend tous victimes. Ensemble, réagissons.